On dit que l'Amérique latine est une terre bénie par sa beauté, mais marquée par ses blessures. Un continent qui a tout eu et qui en même temps a tout perdu. Des civilisations brillantes sont nées ici, pour être réduites au silence par l'épée et l'ambition. Ici, le sang, les langues et les rêves se sont mêlés pour créer un peuple unique, plein de vie, de passion et de résilience. Mais ici aussi, génération après génération, nous avons lutté contre la pauvreté, les inégalités et la négligence. Et pourtant, malgré tout, l'Amérique latine reste debout, parce qu'à chaque fois qu'ils la font tomber, elle se relève. Chaque fois qu'ils la font taire, elle chante. Chaque fois qu'ils l'éteignent, sa lumière se rallume. C'est l'histoire d'un continent qui n'abandonne pas. L'histoire d'un peuple qui a appris que son plus grand trésor n'est ni l'or, ni l'argent, ni les empires, mais dans son peuple, dans sa mémoire et dans sa force de recommencer. Voici l'histoire de l'Amérique latine, l'histoire de ceux qui ont souffert, résisté et n'ont jamais cessé de rêver. Avant de commencer cette histoire passionnante, je voudrais vous demander quelque chose de très important. Si vous aimez en apprendre davantage sur le passé de notre peuple et être fier de qui nous sommes, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune histoire comme celle-ci. Et laissez-moi un commentaire ci-dessous en disant « Fier de faire partie de l'histoire de l'Amérique latine ». En écrivant simplement ceci, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette vidéo, à en apprendre davantage sur notre histoire et à ressentir la même chose que vous, que l'Amérique latine est force, mémoire et espoir. Alors aimez, commentez et préparez-vous, car ce que vous allez entendre vous fera ressentir l'âme de tout un continent. Eux, les premiers habitants du continent. Bien avant que les noms de Mexique, Pérou, Brésil ou Argentine n'existent, le continent américain grouillait déjà de vie. Il n'y avait ni frontières ni drapeaux, seulement de vastes paysages, des montagnes enneigées, des jungles infinis, des déserts silencieux et des fleuves si longs qu'ils semblaient sans fin. C'est là, au cœur de cette immensité, que les premiers peuples ont émergé, donnant naissance à l'histoire de l'Amérique latine. On pense que les premiers humains sont arrivés sur le continent il y a plus de 20 000 ans, en provenance d'Asie, par le détroit de Bering, une bande de terre qui reliait alors la Sibérie à l'Alaska. Ce fut une migration lente et difficile. Des familles entières suivaient les animaux, à la recherche de nourriture et d'un abri. Petit à petit, génération après génération, ils ont progressé vers le sud, peuplant ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Amérique. Au fil des siècles, ces groupes ont commencé à se sédentariser et à s'adapter à chaque région. Dans les terres froides du nord, ils ont appris à chasser et à conserver leurs aliments. Dans la forêt amazonienne, ils ont découvert des milliers de plantes et appris à cultiver. Et dans la cordillère des Andes, où l'air est rare et le froid glacial, ils ont développé l'une des agricultures les plus ingénieuses du monde antique, créant des terrasses sur les pentes pour cultiver du maïs, des pommes de terre et du quinoa. Ainsi naquirent les premiers villages et communautés, avec leurs coutumes, croyances et formes d'organisation propres. Chaque peuple avait sa propre façon de comprendre le monde. Pour eux, la nature était sacrée. Le soleil, la lune, les rivières et les montagnes étaient des dieux vivants. Il n'était pas question de posséder la terre, mais plutôt de vivre avec elle. Au nord, les peuples mésoaméricains commençaient déjà à bâtir de petites villes. Au sud, les Andins édifiaient des temples de pierre alignés avec les étoiles. Au fil du temps, la sagesse de ces peuples devint étonnante. Ils apprirent à observer le ciel, à déchiffrer les cycles du soleil et de la lune et à calculer la saison des pluies. Ils inventèrent des calendriers précis, développèrent des outils de pierre et de poterie et créèrent des mythes expliquant l'origine de la vie. Chaque génération transmettait son savoir à la suivante par le biais d'histoires racontées au coin du feu ou gravées dans la pierre. Le plus fascinant est que, sans se connaître, des civilisations avancées ont prospéré dans différentes parties du continent, chacune avec sa propre splendeur. Au nord, les peuples qui donneront naissance aux Mayas et aux Aztèques. Au sud, les ancêtres des Incas.
Du Mexique à la Patagonie, des milliers de cultures ont insufflé un esprit commun, celui du lien à la terre et du respect de la vie. L'Amérique latine, bien avant sa découverte, possédait déjà une âme, une histoire et une sagesse. C'était un continent dynamique, où les montagnes étaient des temples, les rivières des routes et le ciel un calendrier. Ses habitants n'avaient pas besoin de rois ni d'empire pour se sentir grands, car leur grandeur résidait dans leur façon de vivre, en harmonie avec le monde. Et ainsi, au milieu de cet immense et mystérieux continent, le temps continua de passer, jusqu'au jour où, de l'autre côté de l'océan, apparurent des hommes étranges, avec des navires, des armures et une croix dans leurs mains. Avec eux s'ouvrirait un nouveau chapitre qui changerait à jamais le destin de l'Amérique latine. 2. Les grandes civilisations précolombiennes. Au fil des millénaires, ces peuples primitifs, qui vivaient autrefois de la chasse et de la cueillette, ont commencé à se transformer. Ils ont appris à planter, à construire et à s'organiser. Les villages sont devenus des villes, les clans des royaumes et les chefs spirituels de véritables souverains. Ainsi est née l'une des époques les plus brillantes et fascinantes de l'histoire du continent, les grandes civilisations précolombiennes. Dans le nord de l'Amérique latine, dans ce qui est aujourd'hui le Mexique et l'Amérique centrale, des peuples extraordinaires ont émergé tels que les Olmèques, les Mayas, les Zapotèques, les Toltèques et les Aztèques. Chacun d'eux a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'humanité. Les Olmèques, considérés comme la civilisation mère de la Mésoamérique, érigèrent d'énormes têtes de pierre, certaines mesurant plus de 3 mètres de haut, et développèrent les premières formes d'écriture et de calendrier de la région. Leur influence fut si profonde qu'elle inspira de nombreuses cultures ultérieures. Puis vinrent les Mayas, maîtres de l'astronomie et de l'architecture. Ils vivaient dans les jungles des actuels Mexique, Guatemala, Belize et Honduras. Astronomes, mathématiciens et artistes, ils construisirent d'imposantes pyramides dans des villes comme Tikal, Palenque, Copan et Chichén Itzá. Leur calendrier d'une précision incroyable permettait de calculer avec précision les éclipses et les cycles solaires. Ils croyaient également en un cycle éternel de création et de destruction du monde, où Dieu et humains partageaient un destin commun. Des siècles plus tard, les Aztèques surgirent, un peuple guerrier qui fonda l'une des capitales les plus impressionnantes de l'Antiquité, Tenochtitlan, construite sur un lac. Son réseau de canaux et de temples émerveilla même les Européens qui la découvraient pour la première fois. Les Aztèques vénéraient des dieux comme Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre, et croyaient que l'univers devait être préservé par des sacrifices humains. Leur organisation politique était complexe et puissante, avec un empereur considéré comme l'élu des dieux. Pendant ce temps, au cœur des Andes, là où se trouvent aujourd'hui le Pérou, la Bolivie, l'Équateur et certaines parties du Chili et de l'Argentine, une autre civilisation prenait son essor, les Incas. En moins d'un siècle, ils bâtirent le plus grand empire d'Amérique du Sud. Leur capitale, Cusco, était considérée comme le nombril du monde. De là, des routes parcouraient des milliers de kilomètres de terre, traversant montagnes, déserts et jungles. Ces routes formaient le célèbre Capac Ñan, un réseau si avancé qu'il émerveille encore aujourd'hui les archéologues. Les Incas ne connaissaient ni la roue ni le fer, mais ils ont réalisé des prouesses architecturales défiant toute logique. Le Machu Picchu, suspendu entre les montagnes et les nuages, demeure un symbole de l'ingéniosité humaine. Leur système agricole était tout aussi admirable. Des terrasses cultivées creusées dans la roche, des canaux d'irrigation précis et une connaissance approfondie du climat et des saisons. De plus, les Incas avaient instauré une structure sociale très organisée. Chacun avait sa place et son rôle. Personne ne souffrait de la faim car les récoltes étaient stockées dans des entrepôts communs. Leur dieu principal était Inti, le soleil, qu'ils honoraient par des fêtes et des rituels qui emplissaient les vallées de musique, de couleurs et de danse. Mais les Mayas, les Aztèques et les Incas ne furent pas les seuls à briller sur ce vaste continent.
Au nord de l'Amérique du Sud, les Taïnos et les Caraïbes, grands navigateurs et agriculteurs, prospérèrent. Sur les hauts plateaux boliviens vivaient les Tiwanacots, qui érigèrent des monuments de pierre avant les Incas. Et au sud, les Mapuches, de valeureux guerriers qui résistèrent même à l'arrivée des conquérants européens. Chacune de ces civilisations, avec ses temples, ses langues, ses mythes et ses coutumes, faisait partie d'une vaste mosaïque humaine. Bien que séparées par des milliers de kilomètres, elles partageaient un point essentiel, un lien profond avec la terre, les étoiles et les dieux. Leurs villes étaient plus que des lieux de vie. Elles étaient des centres spirituels où le ciel et la terre se rencontraient. Ainsi, alors que le continent semblait avoir atteint sa splendeur maximale, que les pyramides s'élevaient vers le soleil et que les montagnes étaient couvertes de temples et de terrasses, le destin prit une tournure inattendue. Car de l'autre côté de l'océan, des navires gigantesques approchaient, transportant des hommes en armure brillante, des croix à la main et de l'ambition dans les yeux. Cette arrivée marquerait le début d'une nouvelle ère et la fin d'une autre. 3. L'arrivée des Européens, 1492. L'année 1492 n'était pas une année ordinaire. Ce fut le moment où deux mondes qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant se regardèrent face à face. Et le destin du continent américain bascula à jamais. En Europe, les nations étaient en pleine expansion. L'Espagne et le Portugal, puissances ambitieuses, rivalisaient pour dominer les mers. Ils cherchaient une route vers les richesses de l'Asie, les fameuses Indes, où l'on échangeait épices, soie et or. Dans ce contexte, un navigateur génois du nom de Christophe Colomb convainquit les rois catholiques d'Espagne de financer son expédition. Son idée était audacieuse, atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest, en traversant l'océan Atlantique. Le 3 août 1492, Colomb quitta le port de Palos de la Frontera avec 3 navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Pendant des semaines, l'équipage affronta les tempêtes, les doutes et la peur de la mer sans fin. Nombreux furent ceux qui crurent qu'ils allaient tomber du bout du monde. Mais le 12 octobre 1492, à l'aube, un cri rompit le silence. Terre à l'horizon. Ils étaient arrivés sur une île des Caraïbes, appelée Guanahani par les autochtones, que Colomb baptisa San Salvador. Ce jour-là marquerait le début d'une ère de découverte, de conquête et de tragédie. Les Européens furent émerveillés par ce nouveau monde. Ces paysages tropicaux, ces fruits inconnus, la chaleur des peuples autochtones qui les accueillirent avec curiosité et hospitalité. Mais ce qui pour les autochtones était une rencontre, pour les Européens, ce fut le début d'un voyage de conquête. Colomb effectua 4 voyages sur le continent, explorant des îles comme Cuba, Hispaniola, aujourd'hui Haïti et la République dominicaine, Porto Rico et la Jamaïque, et atteignant même les côtes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Mais il ignora avoir découvert un continent inconnu de l'Europe. Il mourut persuadé d'avoir atteint l'Asie. Peu après, la nouvelle de ce nouveau monde se répandit sur tout le continent européen. Royaumes, aventuriers et marchands commencèrent à rêver des richesses de ces terres. La ruée vers l'or, l'argent et les nouvelles routes s'empara de l'Europe. C'est alors que de nouvelles expéditions commencèrent à arriver, non seulement pour explorer, mais aussi pour conquérir. Derrière les navires se trouvaient des soldats, des missionnaires, des marchands et des rois qui voyaient l'Amérique comme une terre d'opportunités et de pouvoir. Armures et croix brillantes se mêlaient aux canons et à la maladie. Et ce qui avait commencé comme une rencontre se transforma en conquête. Les Européens apportèrent avec eux chevaux, armes à feu, acier et une religion qu'ils considéraient comme universelle, le christianisme. Pour les peuples autochtones, ce fut un choc dévastateur. En quelques années, des millions d'entre eux périrent victimes de la guerre, de l'esclavage et d'épidémies comme la variole, la rougeole et la grippe, des maladies inconnues pour eux, mais mortelles. Les conquistadors, quant à eux, ne comprenaient ni la spiritualité ni l'organisation des peuples américains.
Ils considéraient leurs temples comme de l'idolâtrie, leurs rituels comme du paganisme et leurs richesses matérielles comme un trésor à rapporter en Europe. Ainsi débuta l'une des campagnes de conquête les plus rapides et les plus violentes de l'histoire, celle des empires espagnols et portugais sur le continent américain. Tandis que l'Espagne étendait sa domination du Mexique au sud du continent, le Portugal, grâce au traité de Tordesillas, 1494, prit le contrôle de la région orientale, le Brésil. Cet accord, signé par les deux royaumes et approuvé par le pape, divisait le monde en deux hémisphères d'influence, traçant une ligne imaginaire dans l'Atlantique. Tout à l'ouest serait espagnol, tout à l'est, portugais. L'Amérique, qui avait prospéré pendant des millénaires grâce à ses propres cultures, devint soudain le théâtre d'une nouvelle ère de conquête, d'évangélisation et de pillage. Des temples furent détruits, des villes soumises et les dieux antiques réduits au silence par le son des cloches des églises. Mais même au milieu de cette tragédie, quelque chose a commencé à naître, un nouveau continent culturellement hybride, où les langues, les croyances et le sang se mélangeraient à jamais. L'arrivée des Européens marqua le début d'un changement irréversible. Les empires autochtones, qui avaient dominé pendant des siècles, allaient bientôt être renversés, laissant place à des vice-royautés et des colonies qui allaient jeter les bases de l'Amérique latine, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et ainsi, après ce premier contact d'étonnement et de confusion, commença l'étape la plus difficile de l'histoire, la conquête et la naissance de la domination espagnole et portugaise. Une histoire de pouvoir, de foi, d'or et de sang. 4. La conquête et la naissance de la domination espagnole et portugaise. Après l'émerveillement de la première rencontre, la véritable tempête éclata. Ce qui avait commencé comme curiosité et exploration se transforma bientôt en conquête, et l'arrivée des Européens changea à jamais l'histoire du continent américain. Le XVIe siècle a été témoin de l'une des transformations les plus profondes de l'humanité, la naissance de la domination espagnole et portugaise en Amérique. Les Européens, et plus particulièrement les Espagnols, arrivèrent convaincus d'avoir une mission divine, propager la foi chrétienne et conquérir de nouvelles terres au nom de leur roi. Mais derrière cette mission religieuse se cachait aussi l'ambition, la cupidité et le pouvoir. L'or et l'argent d'Amérique devinrent une obsession pour toute l'Europe. Tout commença avec les conquistadors, des hommes venus d'Espagne, en quête de fortune et de gloire. Il ne s'agissait pas d'armées organisées, mais plutôt de groupes d'aventuriers, de soldats, de clercs et d'explorateurs prêts à tout risquer. Ils apportaient avec eux armes à feu, chevaux, épées d'acier et la conviction inébranlable que leur foi et leur roi justifiaient tout acte. Et ainsi, un par un, les grands empires d'Amérique commencèrent à tomber. Au Mexique, le conquistador Hernán Cortés arriva en 1519 avec seulement quelques centaines d'hommes. Face à lui se dressait le puissant empire aztèque, dirigé par Moctezuma II, un empereur craint et respecté. Les Aztèques croyaient que les dieux enverraient un jour un être divin venu d'Orient, et lorsqu'ils virent arriver les hommes blancs sur des chevaux, des animaux qu'ils n'avaient jamais vus, beaucoup pensèrent à l'accomplissement d'une prophétie. Cortés exploita cette croyance et forgea des alliances avec des peuples hostiles aux Aztèques. Finalement, après de sanglantes batailles, Tenochtitlan fut détruite en 1521. Là où se dressait autrefois l'une des plus belles villes du monde, les Espagnols bâtirent une nouvelle capitale, Mexico. Pendant ce temps, au sud, Francisco Pizarro entreprit une conquête encore plus audacieuse. En 1532, avec moins de 200 hommes, il atteignit l'empire Inca dans les Andes. L'empire était alors en proie à une guerre civile entre les frères Atahualpa et Huáscar, ce qui facilita l'invasion. Pizarro captura Atahualpa dans la ville de Cajamarca, promettant de le libérer en échange d'une importante quantité d'or et d'argent. Les Incas obtempérèrent, leur livrant une salle remplie d'or et 2 salles remplies d'argent, mais le conquistador le fit quand même exécuter. Ce fut la fin du plus grand empire d'Amérique du Sud. Sur ses ruines, les Espagnols fondèrent la vice-royauté du Pérou,
centre du pouvoir espagnol dans le sud. En quelques décennies seulement, le continent tout entier fut soumis. Du Mexique au Chili, des Caraïbes au Rio de la Plata, l'Espagne bâtit un immense empire colonial. Les villes autochtones furent détruites ou transformées en centres administratifs. Les temples furent transformés en églises et les peuples autochtones furent contraints de travailler dans les mines, les haciendas et les plantations. L'or et l'argent extraits des Amériques, notamment des mines de Potosí, Bolivie et de Zacatecas, Mexique, ont inondé l'Europe et soutenu l'économie de l'Empire espagnol pendant des siècles. Mais les Espagnols ne furent pas les seuls à conquérir le continent. Grâce au traité de Tordesillas en 1494, le Portugal revendiquait les terres situées à l'est de la ligne imaginaire tracée par le pape. Ainsi naquit le Brésil portugais. En 1500, Pedro Álvarez Cabral arriva sur les côtes de Bahia et peu après, des expéditions commencèrent à occuper le territoire. Au début, l'intérêt des Portugais se concentra sur l'extraction du pau-brasil, un arbre au bois rougeâtre très prisé en Europe. Mais ils comprirent rapidement que le véritable trésor résidait dans la culture de la canne à sucre. C'est ainsi qu'apparurent les sucreries, exploitées par des esclaves africains amenés de force d'Afrique. La traite négrière devint l'un des commerces les plus cruels et les plus lucratifs de l'époque. L'Espagne et le Portugal imposèrent une nouvelle structure sociale, politique et religieuse. Les rois envoyèrent des vice-rois et des gouverneurs, chargés d'administrer les colonies en leur nom. Des missionnaires, notamment des franciscains, des dominicains et des jésuites, parcoururent jungles, montagnes et plaines pour évangéliser les peuples autochtones. Nombre d'entre eux le firent avec de bonnes intentions, défendant les autochtones contre les abus. D'autres, en revanche, détruisirent des temples, brûlèrent des codex et interdirent les langues ancestrales. Dans ce nouvel ordre, une société métisse est née, fruit de la rencontre souvent forcée entre Européens, peuples autochtones et Africains. De ce mélange est née l'âme de l'Amérique latine, une terre de contraste où la foi catholique cohabitait avec les croyances ancestrales, où les palais coloniaux côtoyaient les huttes en terre et où la douleur de la conquête se mêlait à la naissance d'une nouvelle identité. La conquête a non seulement changé les cartes, mais aussi les mentalités. Les civilisations antiques ont été réduites au silence, mais leur esprit a survécu dans la mémoire des peuples. Et ainsi, tandis que l'or traversait l'océan vers l'Europe, une nouvelle histoire commençait à battre dans les profondeurs du continent. Celle d'un monde mixte, plein de contradictions, de beauté et de résilience. Mais cette histoire était loin d'être terminée. Car avec le temps, les enfants de cette terre, un mélange de sang indigène, africain et européen, commenceraient à s'éveiller. Et quand ils le feraient, ils réclameraient quelque chose que les conquistadors n'auraient jamais imaginé, leur liberté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous fait ressentir quelque chose, n'est-ce pas? Alors, arrêtez-vous une seconde et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Parfois, on le pense. Mais non. Et votre abonnement fait une grande différence. Il aide davantage de personnes à découvrir et à vivre l'histoire de notre Amérique latine. Et si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui aime notre histoire, autant que vous. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à se sentir fières d'être latino-américaines. Continuons, car ce qui vient ensuite est une partie de l'histoire que peu de gens connaissent, mais dont tout le monde devrait se souvenir. 5. Le métissage et la naissance d'une nouvelle identité. Après les années de conquête, alors que la poussière des batailles commençait à retomber et que les empires européens hissaient déjà leurs drapeaux sur le sol américain, un événement inattendu se produisit. Au milieu de la douleur, de la violence et des contraintes, quelque chose de totalement nouveau naquit, une identité métisse, une fusion de mondes jamais vue auparavant dans l'histoire de l'humanité. Au XVIe et XVIIe siècle, le continent américain devint un creuset de culture, de races et de croyances. Espagnols, Portugais, Africains amenés comme esclaves et les peuples autochtones ayant survécu à la conquête commencèrent à coexister, parfois par choix,
souvent par la force. Et de ce mélange émergea le visage de l'Amérique latine. Les conquistadors espagnols arrivèrent sans femmes et entamèrent rapidement des relations avec des femmes autochtones. Certaines cherchaient des alliances politiques, d'autres simplement par désir ou par domination. De ces unions naquirent les métis, enfants de deux mondes, l'européen et l'indigène. Les métis ont hérité de la langue, de la religion et des coutumes de leurs parents espagnols, mais aussi du sang, de la mémoire et de l'esprit de résistance de leurs mères américaines. Au fil du temps, ils sont devenus une nouvelle classe sociale au sein des colonies, distincte des Européens et des peuples autochtones. Mais le métissage n'était pas seulement biologique, il était aussi culturel, spirituel et linguistique. Les peuples autochtones ont commencé à intégrer des mots espagnols à leur langue. Les Espagnols ont adopté la nourriture, les vêtements et les coutumes locales. De cette union sont nées de nouvelles expressions artistiques, de nouvelles formes musicales et même de nouvelles façons de comprendre la foi. Au Mexique, par exemple, la Vierge de Guadalupe est devenue le symbole de cette fusion, une figure catholique qui, néanmoins, reflétait les traits et l'esprit autochtone. Dans les Andes, les paysans ont mêlé fêtes chrétiennes et rites ancestraux dédiés à la Pachamama, la terre-mère. Ainsi, entre prières et chants, entre saints et dieux anciens, s'est tissée une spiritualité unique, profondément latino-américaine. Pendant ce temps, sur les côtes atlantiques et caribéennes, une autre tragédie humaine laissait des traces sur le continent. L'arrivée de millions d'Africains réduits en esclavage. Arrachés à leur foyer et transportés sur des navires surpeuplés, ils subirent un voyage infernal appelé le passage du milieu. À leur arrivée aux Amériques, ils furent contraints de travailler dans des plantations de sucre, de tabac, de cacao et de coton, notamment au Brésil, dans les Caraïbes et dans certaines régions d'Amérique centrale. De leur douleur et de leur résilience est né un autre pilier de l'identité américaine. Les Africains ont apporté avec eux leur force, leur musique, leur danse et leurs croyances. Au fil des siècles, leurs rythmes et leurs divinités se sont mêlés à ceux des peuples autochtones et européens, donnant naissance à de nouvelles cultures. Candomblé, santeria, rumba, samba sont cubains, tango, carnaval. Toute l'Amérique latine commença à vibrer d'une énergie mixte, d'un mélange vivant qui unissait la douleur à la joie. Mais cette nouvelle société n'était pas égalitaire. Le système colonial imposait une hiérarchie raciale rigide, où l'origine déterminait la place. Au sommet se trouvaient les péninsulaires, espagnols ou portugais, nés en Europe. Puis les créoles, enfants d'Européens nés en Amérique. Puis les métis, peuples autochtones et africains. Cette structure injuste a généré des tensions qui, au fil du temps, allaient semer les graines de futures luttes pour l'indépendance. Malgré cela, le mélange était inéluctable. Sur les marchés coloniaux, l'odeur du maïs américain se mêlait à celle du blé européen et des épices africaines. Guitares espagnoles, tambours africains et flûtes indigènes résonnaient dans les rues. Les villes coloniales, comme Mexico, Lima, Quito, La Havane et Salvador de Bahia, devinrent des centres où cohabitaient saints, esclaves, nobles, poètes et paysans. C'était la naissance d'une nouvelle Amérique, une Amérique qui n'était plus indigène, africaine ou européenne, mais une combinaison unique des trois. Ce processus de fusion a profondément marqué l'âme du continent. Il a donné naissance à une culture riche en contradictions, imprégnée de syncrétisme, où le sacré et le quotidien se mêlaient. Une culture qui a appris à survivre grâce à la musique, aux couleurs, aux mots et à la foi. Ainsi, au milieu des palais coloniaux et des plantations, entre la croix et le fouet, les prières et les chants, l'Amérique latine commença à se reconnaître comme un être à part. Elle n'était plus le nouveau monde de l'Europe, mais un monde à part entière, doté de sa propre voix et de son propre esprit. Et au fil des siècles, cette identité mixte a commencé à grandir, à prendre conscience d'elle-même. Mais avec cette nouvelle identité, l'injustice s'est également accrue. Les richesses sont parties en Europe, les gens ont travaillé sans relâche et les terres sont restées entre les mains de quelques-uns.
De cette inégalité naîtra un jour le désir de liberté. 6. L'exploitation et les colonies de l'or, de l'argent et du sucre. Avec la conquête consolidée et le métissage des races en cours, commença l'une des étapes les plus dures et les plus décisives de l'histoire de l'Amérique latine, l'exploitation économique. Le continent devint la source de richesse la plus convoitée de la planète. Or, argent, sucre, cacao, tabac, café, les Amériques étaient perçues par les puissances européennes comme une terre inépuisable, un coffre au trésor ouvert qu'il suffisait de vider. Depuis le XVIe siècle, les rois d'Espagne et du Portugal ont organisé leurs colonies selon un système qui avait un seul objectif, enrichir la mère patrie. La terre, le travail et la vie de millions de personnes furent mis au service de cet objectif. Le continent américain fut progressivement dépouillé de ses richesses naturelles, tandis qu'une nouvelle structure sociale, fondée sur l'inégalité et la dépendance, prenait racine. Au cœur des Andes, sur les hauteurs de ce qui est aujourd'hui la Bolivie, se trouvait la ville de Potosí. Là, sur le Cerro Rico, les Espagnols découvrirent une montagne littéralement constituée d'argent. On disait qu'avec tout le métal extrait, un pont pourrait être construit reliant l'Amérique et l'Europe. Mais ce génie eut un prix terrible. Des milliers d'indigènes périrent dans les mines, travaillant dans des conditions inhumaines, privés d'air, sans repos, victimes du froid, de la faim et des glissements de terrain. Le système était connu sous le nom de mita, une forme de travail forcé hérité du monde inca, mais transformé par les Espagnols en un mécanisme d'esclavage déguisé. Les hommes furent contraints de travailler par équipe, laissant leurs familles derrière eux, tandis que les richesses traversaient l'océan jusqu'à Séville et Lisbonne. L'argent de Potosí et l'or du Mexique, de la Colombie et du Pérou remplissaient les coffres des rois européens. Des ports de Veracruz, Carthagène et Callao, des galions chargés de trésors partaient, escortés par des flottes militaires. Ces navires traversaient l'Atlantique, protégés par des canons, craignant les pirates et corsaires anglais, français et hollandais qui rôdaient en mer. En Europe, cette richesse a alimenté la construction de palais, de cathédrales et les guerres. En Amérique, en revanche, elle a laissé des gens épuisés et des terres pillées. Pendant ce temps, dans les zones tropicales, un autre produit devient le moteur de l'économie coloniale, le sucre. Dans les plantations des Caraïbes et du Brésil, les champs de canne à sucre s'étendaient à perte de vue. Là, jour et nuit, des milliers d'esclaves africains travaillaient sous un soleil de plomb, coupant la canne à sucre et alimentant les moulins. Le sucre était l'or blanc de l'époque, un luxe qui adoucissait les tables européennes et enrichissait les marchands. Mais derrière chaque grain, il y avait de la sueur, de la douleur et du sang. La traite négrière devint une industrie brutale. Les navires négriers traversèrent l'Atlantique chargés d'hommes, de femmes et d'enfants enchaînés, entassés dans les cales. Nombre d'entre eux périrent pendant le voyage. Ceux qui survécurent furent vendus sur les marchés coloniaux comme de simples marchandises. Sur les côtes atlantiques, Bahia, Pernambouc, Carthagène, La Havane et Saint-Domingue devinrent des centres de traite des esclaves. Dans ces villes, les cloches des églises se mêlaient aux gémissements provenant des quais. Mais les Africains n'ont pas seulement apporté leur travail, ils ont apporté leur esprit, leur rythme, leur résilience. Par leurs chants, leurs prières et leurs danses, ils ont perpétué leur mémoire. Sans le savoir, ils semaient une part essentielle de l'âme latino-américaine. Parallèlement, la couronne espagnole imposait un contrôle strict sur le commerce colonial. Aucune colonie ne pouvait commercer directement avec une autre nation. Tout devait transiter par les ports espagnols autorisés. Ce système, connu sous le nom de monopole commercial, étouffait l'économie locale, mais garantissait que chaque pièce d'or finissait entre les mains du roi. Pour le peuple américain, cela signifiait une dépendance absolue et une pauvreté structurelle. Dans les haciendas, dans les mines et dans les villes coloniales, la richesse était une illusion réservée à quelques-uns. Malgré cela, malgré tant d'injustices, les colonies se développèrent. Des routes, des ponts, des églises et des universités furent construits. De grands centres urbains apparurent, comme Lima, Mexico, Quito, Bogota, Buenos Aires et Salvador de Bahia.
Mais ces villes, bien que belles, reposaient sur des fondations fragiles, le travail forcé et les inégalités. Les différences entre les créoles riches et les classes inférieures des indigènes, des métis et des noirs devinrent de plus en plus profondes. Et petit à petit, dans le silence des villages, une question commença à émerger que personne n'osait encore formuler. Pourquoi travailler et mourir pour un roi qui vit de l'autre côté de la mer? C'était le premier souffle d'une idée dangereuse, l'indépendance. Mais avant que cette étincelle ne s'allume, le continent allait encore connaître des siècles d'exploitation et de domination. Alors que l'Europe s'enrichissait, l'Amérique latine se vidait. Et pourtant, au milieu des ombres de la colonie, l'esprit du peuple continuait à résister. Cette résistance, silencieuse au début, allait bientôt se transformer en feu. 7. L'éveil de la conscience créole. Pendant plus de 3 siècles, l'Amérique latine avait été le cœur silencieux des empires espagnols et portugais. Ses mines, ses champs et ses ports avaient alimenté la grandeur de l'Europe. Mais sous cette apparente stabilité, quelque chose commençait à s'agiter. Le peuple américain commençait à se réveiller. Dans les villes coloniales, une nouvelle génération était née et avait grandi. Il s'agissait des créoles, enfants d'Espagnols nés en Amérique. Ils n'étaient ni autochtones, ni métis, mais ils n'étaient pas non plus considérés comme égaux aux péninsulaires, les Espagnols nés en Europe. Bien qu'ils possédaient des terres, des domaines et même un système éducatif, les créoles étaient traités comme des citoyens de seconde zone. Ils ne pouvaient occuper les plus hautes fonctions, détenir le pouvoir politique, ni prendre de décisions concernant leurs terres. Et cela, au fil du temps, a commencé à allumer une flamme dans leur cœur. Tandis que les autochtones travaillaient jusqu'à la mort dans les mines et que les Africains subissaient le fouet dans les plantations, les créoles étaient éduqués dans les universités coloniales. Ils lisaient des livres interdits et étudiaient la philosophie, les sciences et le droit. Ils commencèrent à s'intéresser aux idées qui balayaient le monde à l'époque. Liberté, égalité et droits de l'homme. Le vent des Lumières, né en Europe au XVIIIe siècle, a traversé l'océan et a atteint l'Amérique. Dans les cafés, les couvents et les réunions mondaines, les créoles débattaient des idées nouvelles venues de France et d'Angleterre. Ils lisaient Voltaire, Rousseau et Montesquieu et s'inspiraient des révolutions qui secouaient le monde. D'abord, la Révolution américaine, 1776, qui démontra qu'une colonie pouvait s'affranchir de sa mère patrie. Ensuite, la Révolution française, 1789, qui proclama les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. L'Amérique latine a commencé à se demander s'ils peuvent être libres, pourquoi pas nous? Les rois européens, sans le savoir, avaient créé le terrain parfait pour ce réveil. La richesse de l'Amérique avait soutenu leur palais, mais dans les colonies, les inégalités étaient devenues insupportables. Les impôts étaient élevés, le commerce restreint et toute production devait servir le trône. Même la religion, contrôlée par l'Église catholique, était devenue un outil de pouvoir. Et bien que de nombreux prêtres furent des alliés des rois, d'autres, comme Fray Bartolomé de las Casas, ou plus tard Miguel Hidalgo et le père Morelos, devinrent les défenseurs du peuple opprimé. Pendant ce temps, le monde changeait. En Europe, les guerres napoléoniennes ébranlaient les empires. En 1808, Napoléon Bonaparte envahit l'Espagne et força le roi Ferdinand VII à abdiquer. La métropole était en plein chaos. Qui était aux commandes désormais? Le roi captif? Les Français? Le peuple? Dans ce vide de pouvoir, les créoles ont vu leur opportunité. Si l'Espagne ne pouvait plus se gouverner elle-même, pourquoi devrait-elle continuer à gouverner l'Amérique? Le sentiment d'identité américaine, né du mélange racial et mûri au cours de siècles d'injustice, s'est transformé en un désir de liberté. Pour la première fois, les créoles ont commencé à parler de notre terre, de notre peuple et de notre nation. L'idée d'être simplement une colonie a commencé à disparaître et la notion de patrie a émergé. Sur les places, sur les marchés et dans les temples,
Les gens murmuraient au sujet de l'indépendance. Les créoles les plus éclairés écrivirent des manifestes. Les paysans, lassés des abus, commencèrent à se joindre à leur cause, et les chefs religieux prêchèrent que Dieu était du côté de la justice. C'était un mouvement qui grandissait comme un volcan silencieux, accumulant la pression sous la surface. À cette époque apparaissent également les précurseurs de l'indépendance, des hommes et des femmes qui, par la parole ou par l'épée, sèment les graines de la révolution. Parmi eux, Francisco de Miranda, au Venezuela, rêvait d'une Amérique libre et unie. Au Mexique, sœur Juana Inés de la Cruz, des décennies plus tôt, avait défié les normes et défendu le droit à la connaissance et à l'égalité. Dans le Rio de la Plata, Manuel Belgrano et Mariano Moreno ont promu l'éducation et le libre-échange. Au Brésil, les mouvements Tiradentes et Inconfidencia Minera ont été les premiers à manifester le désir d'indépendance. Les idées voyageaient cachées dans des lettres, des sermons ou des livres importés clandestinement d'Europe. Chaque mot était une étincelle et chaque injustice une goutte de plus qui remplissait le verre. Pour les autorités coloniales, tout semblait paisible. Les cathédrales étaient encore pleines, les mines étaient toujours en activité et les navires continuaient de naviguer vers l'Europe. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'esprit américain s'était déjà réveillé. Et cet esprit, une fois réveillé, ne dormirait plus jamais. La conscience créole fut le premier pas vers la liberté. C'est à ce moment-là que l'Amérique latine a cessé de se considérer comme une terre conquise et a commencé à se sentir maîtresse de son propre destin. Une nouvelle génération, née sous le soleil du continent, était prête à se battre. Et très bientôt, il le ferait. Car ce qui a commencé comme un murmure dans les cafés et les couvents allait se transformer en un cri qui allait secouer tout le continent. Le cri de l'indépendance. 8. Les guerres d'indépendance, 1810-1825. L'éveil de la conscience créole n'était qu'un début. Au début du XIXe siècle, le continent latino-américain s'apprêtait à vivre l'une des périodes les plus intenses et les plus héroïques de son histoire. Les guerres d'indépendance, une série de révolutions qui transformèrent à jamais la carte des Amériques. Pendant 300 ans, les peuples de ce continent ont été gouvernés de loin, depuis les palais de Madrid et de Lisbonne. Mais lorsque Napoléon envahit l'Espagne en 1808 et que le roi Ferdinand VII fut capturé, l'ensemble du système colonial commença à s'effondrer. Le monde semblait à l'envers. La métropole était en plein chaos, les armées européennes s'entre-détruisaient et l'Amérique, pour la première fois, avait le sentiment de pouvoir décider de son propre destin. Les idées de liberté et de souveraineté qui circulaient en secret depuis des décennies étaient désormais criées dans les rues, dans les églises et dans les champs. Créoles, métis, indigènes et esclaves ont commencé à s'unir dans une cause commune, libérer leurs terres de la domination étrangère. Le premier grand cri retentit dans le nord du continent. Au Mexique, le 16 septembre 1810, un prêtre à l'âme rebelle, Miguel Hidalgo y Costilla, élève la voix au petit matin. « Vive la Vierge de Guadalupe, mort au mauvais gouvernement !» Cet appel, connu sous le nom de cri de Dolores, a déclenché une révolution populaire. Des milliers de paysans armés de bâtons, de pierres et de fouets suivirent Hidalgo sous la bannière de la Vierge. Bien qu'il ait été capturé et exécuté 1 an plus tard, sa flamme ne s'est pas éteinte. José María Morelos, son disciple, a continué la lutte et a façonné les premiers idéaux d'une nation libre. Des décennies plus tard, le Mexique obtiendra son indépendance définitive en 1821, sous la direction d'Agustín de Iturbide. Alors que le nord brûlait, au sud, une nouvelle figure surgissait comme un rayon d'espoir. Simón Bolívar, le libérateur. Né à Caracas, il rêvait d'une Amérique unie, libre de chaînes et de rois. Il a commencé sa lutte au Venezuela en 1811, affrontant des défaites, des exils et des trahisons, mais il n'a jamais abandonné son rêve. À cheval,
Il traversa les Andes, livra des batailles décisives comme celle de Boyaca 1819, de Carabobo 1821 et de Pichincha 1822, et libéra des territoires qui sont aujourd'hui le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie, cette dernière nommée en son honneur. Bolivar ne luttait pas seulement pour l'indépendance politique, mais aussi pour l'union de tous les peuples d'Amérique latine dans une seule grande patrie, la Grande Colombie. Mais à l'extrême sud du continent, un autre héros portait la même flamme, José de San Martín. Depuis la vice-royauté du Rio de la Plata, l'actuelle Argentine, il organisa une armée qui traversa les Andes, l'un des exploits les plus incroyables de l'histoire militaire. Avec ses hommes, il a enduré le froid, la faim et l'altitude pour surprendre les troupes espagnoles au Chili. Grâce à la victoire de Chacabuco, 1817, avec le patriote chilien Bernardo O'Higgins, il réussit à libérer le Chili et avança ensuite vers le Pérou, cœur du pouvoir espagnol. Là, en 1821, il proclame l'indépendance du Pérou, mais décide humblement de laisser le commandement à Bolivar, comprenant que la liberté du continent est une cause commune et non personnelle. Pendant ce temps, dans les Caraïbes, les flammes de l'indépendance se propageaient également. Saint-Domingue, Cuba et Porto Rico sont restés sous contrôle espagnol pendant de plus longues périodes, mais ont été témoins de rébellions et de conspirations inspirées par les mouvements voisins. En Haïti, des décennies plus tôt, la première grande révolution esclavagiste avait déjà éclaté, en 1791, menée par Toussaint Louverture, qui avait transformé l'île en première république noire libre du monde. 1804. Cet exemple a été un phare qui a inspiré de nombreux peuples du continent. En Amérique centrale, les provinces s'unirent dans un mouvement unique et déclarèrent en 1821 leur indépendance de l'Espagne, formant ainsi l'éphémère Fédération centra-américaine qui s'étendit du Guatemala au Costa Rica. Au Paraguay, l'indépendance fut obtenue en 1811, tandis que l'Uruguay et le Brésil connurent leur propre processus de libération au cours des décennies suivantes. Le Brésil, en particulier, a suivi un chemin différent. Son indépendance a été proclamée en 1822 par le prince héritier portugais lui-même, Dom Pedro I, qui a décidé de rester et de former un nouvel empire sur le sol américain. Sans ces guerres sanglantes, mais avec le même désir de souveraineté. Durant ces 15 années, de 1810 à 1825, le continent fut un champ de feu. Les montagnes, les plaines, les jungles et les villages sont devenus des champs de bataille. Des milliers de personnes sont mortes, mais des millions sont nés à une nouvelle vie, celle d'hommes et de femmes libres. Les héros de l'indépendance, Bolivar, San Martín, Hidalgo, Morelos, O'Higgins, Sucre, Artigas, Tiradentes et bien d'autres, sont devenus les symboles d'un continent qui a appris à se relever. Cependant, la victoire n'a pas immédiatement apporté la paix. Les nouvelles nations sont nées fragiles, blessées et divisées. L'indépendance avait détruit la domination européenne, mais une question subsistait et allait résonner pendant des siècles. Serions-nous capables de nous gouverner nous-mêmes ? Ainsi prit fin l'ère coloniale et commença l'ère des républiques latino-américaines. L'ancien ordre disparut au milieu des échos des canons et un nouveau soleil se leva sur le continent. C'était l'aube d'une Amérique libre, mais aussi le début d'une nouvelle lutte, celle de construire son propre destin. Si cette histoire vous émeut autant que je la raconte, prenez une seconde pour faire quelque chose de très simple mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre j'aime sur la vidéo. Vous ne le savez peut-être pas, mais avec ce petit geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire et à ressentir la même fierté pour notre Amérique latine. Votre soutien maintient vivante cette voix, la voix de notre histoire, la voix de notre peuple. Alors cliquez ici, abonnez-vous et restons ensemble, car ce qui va suivre va vous surprendre encore plus. 9. La naissance de nouvelles nations.
Après des années de sang, de batailles et de sacrifices, le rêve d'indépendance était enfin devenu réalité. Les troupes espagnoles et portugaises avaient été vaincues, les vice-royautés s'étaient effondrées et, pour la première fois dans l'histoire, les peuples d'Amérique latine étaient libres. Mais cette liberté, si durement gagnée, a apporté avec elle une question nouvelle et difficile. Et maintenant ? L'indépendance avait certes détruit la domination européenne, mais elle avait aussi laissé un immense vide de pouvoir. Les colonies n'avaient plus de roi ni de vice-roi, et elles devaient désormais apprendre à se gouverner elles-mêmes. C'était la naissance d'un monde nouveau, mais aussi le début d'un nouveau combat, celui de la construction nationale. Au cours des premières décennies du XIXe siècle, chaque territoire qui faisait partie de l'Empire espagnol a commencé à se transformer en république. Du Mexique à la Patagonie, les peuples ont rédigé des constitutions, tenu des congrès et élu des présidents. C'était une période d'excitation et d'espoir, mais aussi de confusion et de chaos. Beaucoup rêvaient d'une Amérique latine unie, comme l'avait espéré Simón Bolívar, mais les différences régionales, les ambitions personnelles et les intérêts économiques ont rapidement brisé ce rêve. Les nouvelles nations sont nées fragiles. La guerre avait détruit une grande partie de l'économie. Les champs étaient dévastés, les villes appauvries et les communications étaient précaires. De plus, les divisions sociales restaient profondes. Les créoles, qui avaient mené le mouvement d'indépendance, voyaient le pouvoir, tandis que les peuples indigènes, noirs et métis, qui avaient combattu et versé leur sang, étaient à nouveau marginalisés. La liberté politique n'a pas immédiatement apporté la justice sociale. Dans de nombreux pays, des conflits internes ont rapidement éclaté. Les nouveaux gouvernements ont discuté de la manière dont l'État devrait être organisé. Certains défendaient un système centralisé, avec le pouvoir concentré dans la capitale. D'autres, un modèle fédéral, avec des provinces autonomes. Ces différences ont conduit à des guerres civiles, des coups d'État et à une instabilité constante qui ont marqué tout le XIXe siècle. Au nord, le Mexique a été l'un des premiers à ressentir ces tensions. Après l'indépendance, Agustín de Iturbide s'est proclamé empereur, mais son règne n'a duré qu'un an. Puis vinrent des décennies de lutte entre libéraux et conservateurs, entre l'Église et l'État, entre réforme et tradition. Au sud de la Grande Colombie, le grand rêve de Bolívar qui unissait le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et le Panama s'est désintégré en 1830, donnant naissance à des pays séparés. Bolívar, déçu, mourut la même année à Santa Marta en disant avec amertume « J'ai labouré la mer ». Une phrase qui reflétait sa tristesse de voir l'Amérique qu'il avait libérée retomber dans la division. Dans le cône sud, l'Argentine, le Chili et le Pérou ont également dû faire face à leurs propres défis. À Buenos Aires, les tensions entre unitariens et fédéralistes ont conduit à des guerres internes qui allaient durer des décennies. Le Chili, plus stable, réussit à consolider une république forte, tandis que le Pérou, encore marqué par les ruines de la vice-royauté, vivait dans une lutte constante pour son identité nationale. Au Paraguay, le docteur José Gaspar Rodríguez de Francia, un homme autoritaire et visionnaire, a isolé le pays du reste du monde, construisant une nation fermée mais indépendante. Plus à l'est, le Brésil a suivi un chemin différent. Son indépendance, proclamée en 1822 par le prince Dom Pedro Ier, donna naissance non pas à une république, mais à un empire. Pendant des décennies, le Brésil a maintenu sa stabilité sous un gouvernement monarchique, tandis que la plupart des pays d'Amérique latine se fragmentaient dans des guerres internes. Cependant, le fardeau de l'esclavage continua de peser sur la société, et ce n'est qu'en 1888 que le pays abolit enfin le travail des esclaves. Les nouvelles nations ont également dû définir leur identité culturelle. Que signifiait être américain ou latino-américain? Les écoles ont commencé à enseigner l'histoire nationale. Des hymnes nationaux ont été écrits et des drapeaux ont flotté pour la première fois dans les villes nouvellement fondées. Mais derrière ces symboles, une dure réalité persistait. La pauvreté, les inégalités et l'analphabétisme. L'indépendance a changé les noms des dirigeants,
mais pas les conditions de vie de la majorité de la population. Le 19e siècle fut néanmoins une époque de construction et d'apprentissage. Des universités ont été fondées, des journaux ont été imprimés, des routes et des ports ont été ouverts. Les idéaux de liberté et de justice étaient toujours vivants, bien que souvent trahis par les dictateurs et les caudillos qui prenaient le pouvoir. Des hommes forts comme Juan Manuel de Rosas en Argentine, Antonio López de Santa Anna au Mexique et Gaspar de Francia au Paraguay ont dirigé leur pays d'une main de fer, convaincus qu'eux seuls pouvaient maintenir l'ordre. Pendant ce temps, en Europe et aux États-Unis, les puissances observaient la situation de près. Ils voyaient l'Amérique latine comme un continent jeune, plein de ressources, mais vulnérable. Et ainsi, petit à petit, ils ont commencé à intervenir dans leur destin. Les nouvelles nations latino-américaines sont nées libres, certes, mais pas totalement indépendantes. La liberté politique avait été obtenue, mais la liberté économique et sociale n'étaient encore que des rêves lointains. Cependant, au milieu du désordre, de la faim et des conflits internes, il y avait une vérité que personne ne pouvait nier. L'Amérique latine s'est réveillée, et pour la première fois, son avenir dépendait d'elle-même. Ainsi, sur les ruines des empires coloniaux, un nouveau continent est né, jeune, diversifié et plein d'espoir. Et même si le chemin à parcourir serait long et douloureux, l'esprit de liberté né de ces guerres ne s'éteindrait plus jamais. Car, comme le dirait plus tard un poète latino-américain, ils peuvent couper toutes les fleurs, mais ils n'arrêteront jamais le printemps. 10. Rêve d'unité latino-américaine. Après les guerres et la naissance de nouvelles républiques, l'Amérique latine respirait enfin l'air de la liberté. Mais cet air était encore incertain, chargé de doutes et de blessures. Les peuples étaient libres, certes, mais ils étaient divisés, appauvris et divisés. C'est alors qu'émergea l'un des idéaux les plus beaux et les plus puissants de l'histoire du continent, le rêve d'unité latino-américaine. Ce rêve est né dans l'esprit et le cœur des grands libérateurs, en particulier de Simón Bolívar, le libérateur de 5 nations. Bolívar ne souhaitait pas que l'Amérique se fragmente en petits pays vulnérables. Il rêvait d'une grande nation s'étendant du Mexique à la Patagonie. Une patrie vaste et unie, où tous les peuples partageraient une identité, une langue et une liberté commune. L'unité de nos peuples n'est pas une simple chimère des hommes, mais un décret inexorable du destin. C'est ce qu'écrivait Bolívar dans ses lettres, convaincu que seule l'unité pouvait protéger l'Amérique d'un retour à la domination étrangère. Inspiré par cet idéal, Bolívar convoqua le Congrès de Panama en 1826, une réunion visant à unifier les nouvelles républiques latino-américaines au sein d'une sorte de confédération. Son idée était de créer une alliance politique, économique et militaire entre les pays nouvellement formés afin de les renforcer face aux puissances mondiales. Des représentants de la Grande Colombie, du Pérou, du Mexique, du Chili et d'Amérique centrale y ont participé. Mais les différences internes, les intérêts individuels et les distances géographiques ont empêché ce rêve de devenir réalité. Il s'agissait néanmoins d'un geste visionnaire, d'une tentative de donner au continent une voix unique face au monde. Mais le rêve d'unité n'était pas seulement politique, c'était aussi culturel, spirituel et moral. Les peuples des Amériques partageaient une histoire commune de souffrance, de métissage et de résistance. Ils étaient issus des mêmes racines, autochtones, africaines et européennes. Le métissage, méprisé dans la colonie, devient alors le symbole d'une identité partagée, l'identité latino-américaine. Mais la réalité était dure. Les nouveaux pays, à peine sortis de la guerre, étaient confrontés à d'énormes problèmes. Économie ruinée, analphabétisme, inégalité, conflits entre seigneurs de guerre et manque d'expérience en matière d'autonomie gouvernementale. Chaque nation, essayant de survivre, s'est repliée sur elle-même. D'anciens alliés dans les batailles pour l'indépendance sont devenus des rivaux. Les armées, qui avaient auparavant combattu la puissance européenne, se battaient désormais entre elles.
L'idéal bolivarien s'estompait. La Grande Colombie, qui avait réuni le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et le Panama, s'est fragmentée en 1830. La même année, Bolivar, épuisé, malade et désillusionné, est mort à Santa Marta en déclarant avec tristesse « Nous avons labouré la mer ». Ces mots reflètent sa douleur de voir son rêve d'unité s'effondrer face aux intérêts, aux ambitions et aux divisions internes. Mais même si Bolivar n'était plus en vie, son idée n'est pas morte. D'autres penseurs et dirigeants ont continué à nourrir ce désir. Au XIXe siècle, José Martí, originaire de Cuba, écrivait avec passion sur la nécessité d'une Amérique unie face aux puissances étrangères. Ces mots faisaient écho à ceux du libérateur. Notre Amérique doit être libérée de toute puissance étrangère, ni du mépris de l'Europe, ni de l'avidité du Nord. Martí a vu que le nouveau danger ne venait plus de l'Espagne ou du Portugal, mais de la puissance croissante des États-Unis, qui commençaient à regarder vers le Sud avec ambition. Pendant ce temps, en Amérique du Sud, des personnalités comme Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento et Juan Bautista Alberdi réfléchissaient à la manière de construire des nations fortes et instruites, capables de maintenir leur indépendance sans dépendre de personne. L'éducation, la culture et l'unité morale du peuple sont devenues les nouvelles armes du progrès. Mais le XIXe siècle a également été témoin de guerres entre nations sœurs. La guerre de la Triple Alliance, 1864-1870, entre le Paraguay et ses voisins. La guerre du Pacifique, 1869-1884, entre le Chili, le Pérou et la Bolivie. Et d'autres conflits qui ont démontré que l'union rêvée par Bolivar était loin d'être réalisée. Les intérêts commerciaux, les frontières territoriales et la fierté nationale divisaient de plus en plus les pays qui avaient autrefois combattu ensemble. Cependant, malgré les guerres et les différences, l'idée d'une Amérique latine unie n'a jamais complètement disparu. Il a vécu dans la musique, dans la littérature, dans l'art et dans la langue. Les peuples, bien que séparés par des frontières, partageaient le même esprit, la même foi, les mêmes couleurs de peau et le même espoir dans leur cœur. Le XIXe siècle s'est terminé avec un continent divisé, mais plein de rêves. Et même si le projet politique de Bolivar a échoué, son message s'est transformé en quelque chose de plus profond. Une vision de fraternité et de solidarité qui, sous une forme ou une autre, perdure encore aujourd'hui. Parce que l'Amérique latine, malgré ses frontières, reste une âme unique aux multiples visages, une terre unie par l'histoire, par la langue, par le sang et par l'éternel désir de liberté. Le rêve d'unité n'est pas mort, il a simplement changé de forme. Et ce rêve, transmis de génération en génération, murmure encore dans le cœur de chaque latino-américain, nous rappelant qu'autrefois, il y a 2 siècles, il y avait des hommes et des femmes qui croyaient que le continent tout entier pouvait être une seule nation sous le même soleil. 11. Le XIXe siècle et les luttes intestines. Après la chute du rêve d'unité continentale, l'Amérique latine est entrée dans une nouvelle ère, un siècle rempli d'espoirs frustrés, de guerres, de dictatures et de révolutions. C'était un jeune continent qui essayait d'apprendre à marcher seul, mais qui trébuchait sans cesse sur ses propres divisions. Le XIXe siècle fut, pour les peuples d'Amérique latine, une époque de construction et aussi de blessures. Les guerres d'indépendance avaient libéré les colonies, mais n'avaient pas uni les peuples. Les nouvelles nations sont nées faibles, avec des économies détruites, sans expérience politique et sans véritable identité nationale. Les dirigeants qui étaient des héros de la liberté sont souvent devenus des seigneurs de guerre ambitieux, luttant pour le pouvoir. Chaque pays a cherché sa propre voie, mais le prix de cette recherche serait élevé. Sur presque tout le continent, 2 grandes visions politiques s'affrontent sans relâche. Les libéraux, qui voulaient des républiques modernes, ouvertes au commerce et séparées de l'Église, et les conservateurs, qui défendaient l'ordre traditionnel, la religion comme guide moral et le pouvoir centralisé. Ces différences idéologiques ont déclenché des guerres civiles sans fin dans des pays comme le Mexique, la Colombie, l'Argentine, le Pérou et le Venezuela.
Au Mexique, par exemple, après l'indépendance, le pays a connu des décennies d'instabilité. Le général Antonio López de Santa Anna a dominé la politique pendant plus de 30 ans, alternant entre dictateur et sauveur du pays. Sous son commandement, le Mexique a perdu plus de la moitié de son territoire au profit des États-Unis après la guerre de 1846-1848, au cours de laquelle le traité de Guadalupe-Hidalgo a été signé. Ce fut un coup dévastateur. Le Mexique perdit la Californie, le Texas, le Nouveau-Mexique et d'autres territoires, des régions qui allaient devenir parmi les plus riches du monde. Mais de cette humiliation surgira aussi une nouvelle génération de dirigeants réformistes, comme Benito Juárez, qui mènera plus tard les réformes libérales, séparant l'Église et l'État et jetant les bases de la République mexicaine moderne. En Amérique du Sud, les luttes internes n'étaient pas moins intenses. En Argentine, les affrontements entre unitariens et fédéralistes ont transformé le pays en zone de guerre pendant des décennies. Le leader, Juan Manuel de Rosas, d'une main de fer, a imposé l'ordre à Buenos Aires, mais au prix de la répression et de la peur. Pendant ce temps, au Chili, après une brève guerre civile, une république stable et organisée s'est consolidée, devenant l'un des pays les plus solides de la région. Au Pérou et en Bolivie, l'indépendance n'a pas apporté la paix. Les deux pays ont connu des coups d'État constants, des alliances temporaires et des divisions internes. Ils s'unirent même brièvement au sein de la Confédération Pérou-Bolivie, 1836-1839, mais l'union fut détruite après une guerre avec le Chili. Au Venezuela, en Colombie et en Équateur, anciens territoires de la Grande Colombie, les conflits entre fédéralistes et centralistes, entre caudillos régionaux et gouvernements faibles, ont déchiré les jeunes républiques. L'un des conflits les plus tragiques et les plus destructeurs du XIXe siècle fut la guerre de la Triple Alliance, 1864-1870. Le Paraguay, sous la direction du président Francisco Solano López, faisait face à une coalition formée par le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Le résultat fut catastrophique. Le Paraguay perdit presque toute sa population masculine et une grande partie de son territoire. Ce fut une blessure profonde qui marquera son histoire pendant des générations. Peu de temps après, à l'ouest du continent, éclate la guerre du Pacifique, 1879-1884, opposant le Chili au Pérou et à la Bolivie pour le contrôle des mines de salpêtre du désert d'Atacama. Le Chili est sorti victorieux, annexant des territoires riches en minéraux et laissant la Bolivie enclavée. Une perte qui résonne encore aujourd'hui dans la mémoire bolivienne. Mais tout n'était pas guerre et ténèbres. Le XIXe siècle a également apporté des avancées importantes. Le commerce international a commencé à se développer, les chemins de fer ont relié des régions éloignées, les villes se sont modernisées et les universités se sont développées. Dans de nombreux pays, des mouvements intellectuels ont émergé qui cherchaient à définir ce que signifiait être latino-américain. Poètes, penseurs et écrivains ont commencé à raconter leur propre réalité, loin des modèles européens. Le romantisme latino-américain parlait du paysage, du peuple et de l'identité, célébrant ce qui leur était propre aux yeux des étrangers. Cependant, alors que l'Amérique latine tentait de se consolider, les puissances étrangères continuaient de regarder vers le sud. L'Europe, en particulier l'Angleterre et la France, et plus tard les États-Unis, ont commencé à investir et à intervenir dans les affaires du continent. L'impérialisme économique a progressivement remplacé le colonialisme politique. Les pays d'Amérique latine exportaient des matières premières, comme le café, le sucre, la viande, les minéraux et le caoutchouc, et dépendaient de l'importation de produits manufacturés européens. C'était une nouvelle forme de dépendance, déguisée en progrès. À la fin du XIXe siècle, l'Amérique latine était encore un continent plein de contrastes. D'un côté, la modernisation, les chemins de fer, les nouvelles constitutions et l'émergence de capitales modernes. D'autre part, la pauvreté rurale, les inégalités sociales et la corruption. Les peuples autochtones restent marginalisés,
Les afro-descendants sont discriminés et les travailleurs vivent dans des conditions précaires. Les guerres d'indépendance avaient brisé les chaînes du colonialisme européen, mais de nouvelles chaînes économiques et sociales avaient commencé à se former. Et au milieu de ce panorama, une nouvelle force silencieuse a commencé à grandir, la voix du peuple. Les ouvriers, les paysans et les intellectuels ont commencé à remettre en question le pouvoir des élites et à exiger justice, éducation et droit. Le 19e siècle touchait à sa fin, laissant derrière lui un continent blessé, mais vivant, toujours en quête de sa direction. L'Amérique latine, bien que divisée et convulsée, n'avait pas perdu son esprit. Des ruines de la guerre et des inégalités naîtrait l'élan d'une nouvelle ère, un siècle de révolution, de dictature et de rêves encore à écrire. Un siècle au cours duquel le continent élèverait à nouveau la voix, cette fois non pas contre les rois d'Europe, mais contre l'injustice et la dépendance qui l'enchaînaient encore. 12. La montée de l'impérialisme et de l'influence étrangère. À la fin du 19e siècle, l'Amérique latine avait déjà réussi à se consolider en tant que groupe de républiques indépendantes. Mais l'indépendance politique ne signifiait pas la véritable liberté. Les vieilles chaînes des vice-royautés avaient été remplacées par de nouvelles formes de domination, plus subtiles et plus puissantes. L'impérialisme économique et culturel. Ce ne sont plus les rois et les vice-rois qui gouvernent, mais désormais les banquiers, les sociétés étrangères et les puissances industrielles. Le monde entier était en train de changer. L'Europe vivait la deuxième révolution industrielle, une période de progrès technologique, d'expansion commerciale et de concurrence pour les marchés. Les pays européens avaient besoin de matières premières bon marché et de nouveaux endroits pour vendre leurs produits. Et l'Amérique latine, avec ses vastes ressources naturelles, ses terres fertiles et sa position stratégique, est devenue le cadre idéal pour cette nouvelle forme de conquête. Dans ce contexte, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et plus tard les États-Unis ont commencé à étendre leur influence économique et politique sur le continent. Ils n'arrivaient plus avec des épées et des canons, mais avec des contrats, des prêts et des chemins de fer. Ils ont investi dans la construction de ports, de routes, de mines et de plantations, mais dans des conditions qui assuraient leur propre profit. C'était le début du néocolonialisme, une dépendance déguisée en progrès. Dans le cône sud, des pays comme l'Argentine, le Chili et l'Uruguay ont connu une période de prospérité apparente grâce aux exportations de viande, de blé et de laine vers l'Europe. Les navires britanniques dominaient les mers et les capitaux anglais contrôlaient les chemins de fer, les banques et les usines de conditionnement de viande. Buenos Aires était rempli de bâtiments européens et de cafés élégants et les gens parlaient de la belle époque latino-américaine. Mais cette prospérité était concentrée entre les mains de quelques-uns. Les campagnes restaient aux mains des grands propriétaires terriens, tandis que les travailleurs ruraux vivaient dans des conditions précaires. La modernité est arrivée, mais avec des inégalités. Au Brésil, le 19e siècle s'est terminé par un changement monumental. En 1888, la princesse Élisabeth signa la loi d'or, abolissant officiellement l'esclavage, la dernière loi de ce type sur le continent. Un an plus tard, en 1889, l'Empire brésilien tombe et la République est proclamée. Cependant, le pouvoir économique est resté concentré entre les mains de l'élite productrice de café et des intérêts étrangers, notamment les Britanniques et plus tard les Américains. Dans les Caraïbes et en Amérique centrale, l'influence étrangère a été encore plus directe et agressive. Les États-Unis, qui étaient devenus une puissance après la guerre civile, ont commencé à regarder vers le sud avec une ambition croissante. En 1823, le président James Monroe avait déjà proclamé sa célèbre doctrine « l'Amérique aux Américains ». Mais au fil du temps, cette expression est devenue « l'Amérique aux Américains ». Sous prétexte de protéger le continent du colonialisme européen, les États-Unis ont commencé à intervenir dans les affaires intérieures des nations latino-américaines. L'un des exemples les plus clairs de cette nouvelle politique
fut la construction du canal de Panama. Pendant des décennies, les empires ont rêvé d'ouvrir une route reliant l'Atlantique au Pacifique. Le projet a commencé avec la France, mais a fini entre les mains des États-Unis, qui ont soutenu l'indépendance du Panama en 1903, le séparant de la Colombie, puis ont contrôlé le canal pendant près d'un siècle. Le canal devient le symbole d'un nouveau type de domination. Les territoires ne sont plus conquis par les armées, mais par les traités, l'argent et le pouvoir économique. Dans le même temps, des entreprises étrangères, comme la United Fruit Company, surnommée la Pieuvre, s'emparaient de vastes étendues de terre en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Ils contrôlaient la production de bananes, de café et de sucre, ainsi que la politique locale. Les gouvernements qui favorisaient leurs intérêts étaient soutenus. Ceux qui s'opposaient à eux étaient renversés. C'est ainsi que naquirent les soi-disant républiques bananières, où le véritable pouvoir ne résidait pas dans les palais gouvernementaux, mais dans les bureaux des sociétés étrangères. Au nord, le Mexique a vécu sous le long règne de Porfirio Díaz, 1876-1911, une période connue sous le nom de Porfiriato. Díaz a promu le progrès matériel, chemin de fer, télégraphe, usines et croissance économique. Mais ces progrès ont eu un prix, la concentration des terres, l'exploitation des paysans et la répression de ceux qui s'opposaient au régime. Les capitaux américains et européens ont pris le contrôle des mines et des champs mexicains, tandis que la population vivait dans la pauvreté. Cette inégalité serait l'étincelle qui, des années plus tard, déclencherait la révolution mexicaine. Pendant ce temps, en Amérique du Sud, les pays se modernisaient lentement. Au Chili, la richesse du salpêtre a attiré les investisseurs britanniques. Au Pérou, l'économie du guano, un engrais naturel de grande valeur, remplissait les caisses de l'État, mais celles-ci furent rapidement épuisées. En Colombie, les guerres civiles se sont poursuivies, tandis que les seigneurs de guerre locaux ont maintenu le pays divisé. Et au Paraguay, après sa guerre tragique, le pays essayait de se reconstruire sur les ruines. Le 19e siècle s'éteint et le 20e naît avec des promesses de progrès, mais aussi avec de nouvelles chaînes. Les trains, les bateaux et les usines modifiaient le paysage latino-américain, mais le contrôle de l'argent et des décisions était loin, à Londres, Paris ou Washington. Le continent avait cessé d'être une colonie, mais pas complètement. La dépendance économique, les dettes envers les banques étrangères et les inégalités sociales ont maintenu l'Amérique latine dans une nouvelle forme de servitude. C'était un continent libre de nom, mais néanmoins dominé dans les faits. Et pourtant, au sein de cette dépendance, quelque chose a commencé à germer. Une nouvelle conscience sociale. Les gens commençaient à comprendre que la liberté ne se mesure pas uniquement par des frontières ou des drapeaux, mais par la justice, la dignité et la véritable souveraineté. Et très vite, cette prise de conscience allait s'éveiller dans des révolutions, des luttes ouvrières et des mouvements populaires qui allaient secouer tout le XXe siècle. Si cette histoire vous rend fier de faire partie de l'Amérique latine, faites quelque chose de très important dès maintenant. Partagez cette vidéo, aimez-la et assurez-vous d'être abonné à la chaîne avec la cloche activée. Cela peut sembler un petit geste, mais avec ce geste, vous aidez davantage de personnes à découvrir notre histoire, nos racines et notre voix. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage permet à ce message de porter plus loin. Alors n'oubliez pas, partagez, aimez et activez les notifications. Ensemble, nous gardons vivante l'histoire de toute une terre qui ne cesse de se battre ni de rêver. 13. Révolution et dictature du XXe siècle. Le XXe siècle a commencé avec des promesses de modernité et de progrès, mais aussi avec de profondes inégalités. L'Amérique latine avait changé de visage, mais pas d'âme. Les puissances étrangères continuaient de contrôler ses économies, les élites gouvernaient pour elles-mêmes, et les peuples, las de l'injustice, commençaient à élever la voix. C'était le début d'un siècle de révolution, de dictature, de rêves et de blessures. Au début du XXe siècle, la plupart des pays d'Amérique latine vivaient sous des régimes oligarchiques,
Des gouvernements dominés par des familles puissantes qui contrôlaient la terre, la politique et la richesse. Les paysans restaient pauvres. Les ouvriers travaillaient de longues heures pour des salaires de misère et l'éducation et les soins de santé étaient des privilèges réservés à quelques-uns. La modernité avançait, certes, mais pas pour tout le monde. Et quand les gens ont compris cela, les révolutions ont commencé à éclater. Le premier grand choc est venu du Mexique. En 1910, après plus de 3 décennies du régime autoritaire de Porfirio Díaz, le peuple mexicain a dit « assez ». Le leader libéral Francisco Pérez Madero a appelé aux armes pour exiger la démocratie et la justice sociale. Et son appel a déclenché la révolution mexicaine, l'un des mouvements les plus importants de l'histoire de l'Amérique latine. Des personnages comme Emiliano Zapata au sud et Pancho Villa au nord sont devenus des légendes. Zapata, avec son cri « Terre et liberté », représentait le cœur du paysan qui aspirait à récupérer ses terres. La révolution fut longue, sanglante et chaotique, mais elle changea à jamais le destin du pays. De là naît une nouvelle constitution, promulguée en 1917, qui reconnaît les droits du travail, la réforme agraire et l'éducation publique. Le Mexique est devenu un symbole de résistance pour tout le continent. Pendant ce temps, le monde connaissait ses propres bouleversements. Les 2 guerres mondiales bouleversaient l'ordre mondial, et l'Amérique latine, bien que loin des lignes de front, en ressentait les effets. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, les exportations de denrées alimentaires et de matières premières ont augmenté, enrichissant certains pays. Mais avec la crise de 1929, le continent sombre dans une profonde récession. La faim et le chômage se sont propagés et la confiance dans les démocraties libérales s'est effondrée. C'est alors que les chefs militaires sont apparus, promettant l'ordre, la stabilité et le développement. Entre les années 1930 et 1960, une grande partie de l'Amérique latine était dirigée par des dictatures. Les forces militaires, souvent soutenues par les élites locales ou par les États-Unis, ont pris le pouvoir au nom de la sécurité nationale. Au Brésil, le général Getúlio Vargas a établi un régime populiste qui a encouragé l'industrialisation, mais a également restreint les libertés politiques. En Argentine, le colonel Juan Domingo Perón et son épouse Eva Perón ont réveillé l'espoir des travailleurs, créant un mouvement populaire, le péronisme, qui marquerait à jamais l'histoire du pays. Au Chili, Carlos Ibáñez del Campo a imposé un gouvernement autoritaire, tandis qu'en Amérique centrale et dans les Caraïbes, une chaîne de dictature familiale dominait le pouvoir. Anastasio Somoza au Nicaragua, Rafael Trujillo en République dominicaine, Fulgencio Batista à Cuba, Jorge Ubico au Guatemala. C'étaient des hommes qui gouvernaient d'une main de fer, réprimaient l'opposition et cédaient les ressources nationales à des puissances étrangères. Mais l'histoire de l'Amérique latine a toujours eu un cœur rebelle. Et quand l'oppression devient insupportable, l'espoir renaît. En 1959, une petite île des Caraïbes a changé le cours du continent, Cuba. Là, un jeune avocat nommé Fidel Castro, accompagné d'Ernesto Che Guevara et d'un groupe de révolutionnaires, renversa la dictature de Batista et proclama la révolution cubaine. Pour la première fois, une révolution socialiste triomphe en Amérique latine. Cuba a défié le pouvoir des États-Unis, nationalisé des entreprises, mis en œuvre des réformes agraires et déclaré que l'éducation et les soins de santé étaient des droits du peuple. L'île est devenue un symbole d'espoir pour certains et une menace pour d'autres. Pendant des décennies, son exemple a inspiré des mouvements révolutionnaires dans toute la région, du Nicaragua et du Salvador à la Bolivie et à la Colombie. Mais cette vague révolutionnaire a également déclenché une réaction violente. Dans le contexte de la guerre froide, les États-Unis ont estimé qu'ils devaient stopper toute avancée du communisme dans leur arrière-cour. Il a ainsi soutenu des coups d'État et des dictatures militaires sur tout le continent. L'ordre était clair, maintenir l'ordre à tout prix, et ce coût était énorme.
Dans les années 1960, 1970 et 1980, l'Amérique latine a connu l'une des périodes les plus sombres de son histoire contemporaine. Au Chili, le 11 septembre 1973, un coup d'État militaire, mené par le général Augusto Pinochet, renverse le président socialiste démocratiquement élu Salvador Allende. Allende est mort en défendant le palais de la Moneda, devenant ainsi un symbole de résistance. Pinochet a établi une dictature qui a duré 17 ans, marquée par la répression, la censure et la disparition de milliers de personnes. En Argentine, la dictature militaire de 1976 à 1983 a également laissé des traces profondes. Des milliers de jeunes, d'étudiants et de travailleurs ont été kidnappés, torturés et ont disparu. Les maires de la place de Mai ont commencé à défiler tous les jeudis pour exiger de savoir où se trouvaient leurs enfants. Son courage est devenu l'une des images les plus puissantes du siècle. En Uruguay, au Paraguay, au Brésil et en Bolivie, la répression a été tout aussi brutale. Les militaires, coordonnés dans le cadre du Plan Condor, ont échangé des informations et des prisonniers pour éliminer toute voix dissidente. Il s'agissait d'un réseau de terreur, mais aussi d'un témoignage de la façon dont la résistance populaire n'a jamais complètement diminué. Malgré la peur, le silence et la censure, le peuple a continué à se battre. Des mouvements syndicaux, étudiants et de défense des droits de l'homme ont émergé. La littérature et l'art sont devenus des armes de résistance. Des écrivains comme Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano et Pablo Neruda ont raconté l'histoire du continent avec une force qui transcendait les frontières. L'essor littéraire latino-américain a fait entendre au monde la voix d'un continent qui réclamait la liberté au milieu des métaphores et du réalisme magique. À la fin du XXe siècle, les dictatures ont commencé à tomber. La pression internationale, les crises économiques et la lassitude populaire ont poussé au retour de la démocratie. Dans un pays après l'autre, les généraux ont abandonné le pouvoir et les urnes ont remplacé les fusils. Mais la douleur est restée. Des centaines de milliers de familles recherchent encore leurs proches disparus et la pauvreté et les inégalités restent des plaies ouvertes. C'est ainsi que s'est terminé le XXe siècle pour l'Amérique latine, avec la liberté politique restaurée, mais avec une énorme dette sociale et économique. Il avait survécu à des révolutions, des dictatures et des guerres, et même si les cicatrices étaient profondes, son espoir l'était tout autant. Car si l'histoire de ce continent a montré quelque chose, c'est que l'Amérique latine renaît toujours. Elle peut tomber, elle peut souffrir, elle peut être trahie, mais elle n'abandonne jamais. Et dans cette renaissance constante, une nouvelle étape commencerait, la recherche de la démocratie, de la justice et de la dignité au XXIe siècle. 14. Le retour de la démocratie et les nouveaux défis. Après près d'un demi-siècle de dictature militaire, de répression et de silence, le vent a commencé à tourner en Amérique latine. C'était dans les années 1980 et dans le cœur de millions de latino-américains, un mot qui avait été interdit, persécuté et puni renaissait, démocratie. Le continent, fatigué de la violence, de la censure et de la peur, a commencé à se réveiller à nouveau. Les dictatures, qui semblaient éternelles, commencèrent à s'effondrer les unes après les autres. Les raisons étaient multiples. La pression internationale en faveur des droits de l'homme, les crises économiques qui avaient appauvri la population et, surtout, la résistance populaire qui n'a jamais capitulé. Dans les rues, les citoyens réclamaient la liberté. Dans les universités, les jeunes criaient « Plus jamais ça !» Et dans les églises, les prêtres de la théologie de la libération se tenaient aux côtés du peuple, défendant les plus pauvres. Le changement était imparable. En Argentine, après la défaite militaire de la guerre des Malouines, 1982, contre le Royaume-Uni, la dictature a perdu tout soutien. Un an plus tard, en 1983, le peuple retrouve son droit de vote et élit Raúl Alfonsín comme président, marquant ainsi le retour de la démocratie.
Au Brésil, les manifestations d'Iretas Já ont rempli les rues pour exiger des élections libres, jusqu'à ce que le pays mette fin à 21 ans de régime militaire en 1985. Au Chili, les manifestations de masse et le plébiscite de 1988 ont mis fin à la dictature d'Augusto Pinochet, ouvrant une transition vers la liberté. En Uruguay, au Paraguay, au Pérou et en Bolivie, les militaires ont également abandonné le pouvoir, l'un après l'autre, dans un effet domino qui a changé la face du continent. La démocratie revenait, mais il n'était pas facile de reconstruire ce que les dictatures avaient détruit. La peur n'a pas disparu du jour au lendemain. Les disparus sont restés sans nouvelles, les tortionnaires sont restés impunis et les économies ont été dévastées. Les nouvelles démocraties ont dû apprendre à naviguer entre les fantômes du passé et les problèmes du présent. Dans les années 1980 et 1990, l'Amérique latine a connu une période de transition pleine d'espoir et de défis. Les gouvernements démocratiques promettèrent la justice, la liberté et la prospérité. Mais ils étaient confrontés à une dure réalité. La dette extérieure, l'inflation. Pour faire face à la crise, de nombreux pays ont adopté des politiques économiques inspirées du modèle néolibéral. Privatisation, ouverture des marchés et réduction des dépenses publiques. Dans un premier temps, ces mesures mais au fil du temps, elles ont également entraîné des conséquences douloureuses. Chômage, pauvreté accrue et concentration des richesses entre les mains de quelques-uns. Alors que les gouvernements tentaient d'équilibrer les comptes, les rues se sont à nouveau remplies de manifestations. Au Mexique, le soulèvement de 1994 de l'armée zapatiste de libération nationale, EZLN, dirigé par le mystérieux sous-commandant Marcos, a secoué le monde. Les peuples indigènes du Chiapas exigeaient non seulement du pain et du travail, mais aussi la dignité et le respect de leur culture. Leur slogan « Ça suffit » a résonné dans toute l'Amérique latine. Au Venezuela, les troubles sociaux s'intensifiaient. En 1989, le Caracazo, un soulèvement populaire contre la hausse du prix de l'essence, fut brutalement réprimé, faisant des centaines de morts. Cet épisode a marqué le début d'une nouvelle ère de désenchantement politique. Des années plus tard, en 1999, un ancien militaire nommé Hugo Chavez arriverait au pouvoir, avec une vision de changement radical, ouvrant la voie à une vague de gouvernements progressistes au XXIe siècle. En Amérique centrale, les conflits armés ont enfin pris fin. Après des décennies de guerre civile, le Salvador, le Guatemala et le Nicaragua ont signé des accords de paix dans les années 1990. Des milliers d'anciens combattants sont retournés à la vie civile. Mais les cicatrices du conflit restent vives. La pauvreté, la violence et le manque d'opportunités demeurent l'ennemi commun. Le retour de la démocratie a également entraîné une explosion culturelle. L'art, la musique, la littérature et le cinéma ont commencé à refléter les blessures et les espoirs du continent. Des films, des chansons et des romans racontent ce qui a été censuré pendant des années, les disparitions, la répression, les inégalités. C'était une façon de guérir la mémoire, de se souvenir pour ne pas répéter. Au cours de la dernière décennie du XXe siècle, l'Amérique latine a de nouveau relevé la tête. Le mur de Berlin était tombé en Europe et le monde entrait dans une nouvelle ère de mondialisation. Le continent, désormais démocratique, cherchait sa place dans ce nouvel ordre. Des blocs d'intégration économique tels que le Mercosur, la communauté andine et plus tard l'UNASUR se formèrent, tentant de faire revivre d'une certaine manière le vieux rêve d'unité que Bolivar avait eu 2 siècles plus tôt. Mais parallèlement à ces avancées, des problèmes structurels persistent. Inégalité, corruption, trafic de drogue, insécurité et fragilité institutionnelle. La démocratie était revenue, certes, mais tout le monde ne se sentait pas partie prenante. Les urnes ont remplacé les fusils, mais la pauvreté est restée une arme silencieuse qui tuait chaque jour. Cependant, le XXIe siècle a commencé avec un nouvel espoir. Les peuples d'Amérique latine, après tant de siècles d'asservissement, de conquête et de souffrance, commençaient à croire qu'ils pouvaient écrire leur propre destin. Et même si l'histoire continue d'être pleine de défis,
L'Amérique latine a démontré une fois de plus que rien ni personne ne peut éteindre son esprit combatif. Ainsi, avec des blessures encore ouvertes, mais avec des cœurs pleins d'espoir, le continent est entré dans une nouvelle phase, la recherche d'une véritable liberté, non seulement politique, mais aussi sociale, économique et humaine. Parce que l'histoire de l'Amérique latine n'est pas une histoire de défaite, mais de résistance. Une histoire qui, à maintes reprises, enseigne au monde que ce continent peut tomber mais qu'il se relèvera toujours. 15. L'Amérique latine au XXIe siècle. Identité, résistance et avenir. À l'aube du XXIe siècle, l'Amérique latine se redresse. Blessée, certes, marquée par les guerres, les dictatures et les inégalités, mais vivant. Le continent avait survécu à tout, conquête, colonialisme, esclavage, empires et tyrans. Et malgré tant de siècles de lutte, il lui restait encore quelque chose qu'il n'a jamais perdu, l'espoir. Au début des années 2000, le monde changeait rapidement. La mondialisation a connecté les continents comme jamais auparavant. Internet, les nouvelles technologies et l'ouverture des marchés ont transformé nos façons de travailler, de communiquer et de penser. Et au milieu de cette révolution mondiale, l'Amérique latine était déchirée entre le passé et l'avenir, entre le souvenir de sa douleur et la promesse d'une ère nouvelle. Après la difficile transition démocratique de la fin du XXe siècle, les peuples latino-américains ont commencé à exiger davantage. Il ne suffisait plus de voter tous les 4 ans. Les gens voulaient la justice, l'égalité et la dignité. Dans les rues, les mouvements sociaux ont pris de l'ampleur. Les paysans, les ouvriers, les indigènes, les femmes et les jeunes ont commencé à élever la voix. C'était la continuation du même cri né des siècles auparavant, depuis l'époque des peuples indigènes, le cri de la résistance. Au cours de la première décennie du nouveau siècle, une vague de gouvernements progressistes est arrivée au pouvoir sur une grande partie du continent. Des dirigeants tels que Hugo Chavez au Venezuela, Lula da Silva au Brésil, Nestor et Cristina Kirchner en Argentine, Evo Morales en Bolivie, Rafael Correa en Équateur et José Mujica en Uruguay ont marqué une nouvelle ère politique. Ils ont promis de briser les inégalités, de renforcer la souveraineté nationale et de donner une voix aux marginalisés. Pendant un temps, le continent a connu un essor de l'intégration régionale et de l'espoir social. Des organisations telles que l'UNASUR et la CELAC ont été créées, recherchant l'indépendance des puissances du Nord et une coopération basée sur la solidarité. Les programmes sociaux ont permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté et la voix de l'Amérique latine a commencé à se faire entendre haut et fort dans les forums internationaux. Mais tout n'était pas idéal. Le XXIe siècle a également apporté avec lui de nouvelles crises, des tensions politiques et des défis mondiaux. Le prix des matières premières, pétrole, cuivre, soja, gaz, a stimulé des économies entières pendant quelques années. Mais lorsque ces prix ont chuté, de nombreux pays ont de nouveau ressenti la fragilité de leur dépendance aux exportations. En outre, la corruption, le trafic de drogue, la violence et la polarisation politique sont devenus des ombres qui ont menacé les progrès réalisés. Dans les Caraïbes et en Amérique centrale, le changement climatique a commencé à se faire sentir durement. Les ouragans, les sécheresses et les catastrophes naturelles ont détruit des communautés entières. Les peuples autochtones, gardiens ancestraux de la Terre, ont averti que la planète payait le prix des abus et de la négligence. En Amérique du Sud, la déforestation de l'Amazonie, poumon du monde, est devenue un symbole de la lutte entre le développement économique et la protection de la nature. Malgré tout, malgré les difficultés, l'Amérique latine a continué à démontrer sa capacité à se réinventer. Le XXIe siècle a aussi été le siècle de la voix du peuple. La technologie a permis à des millions de personnes de s'organiser, de protester et d'exiger des changements. Des marches féministes scandant « pas un de moins » aux manifestations étudiantes au Chili et en Colombie, le continent était rempli de drapeaux, de tambours et de chants. Chaque protestation, chaque manifestation, chaque histoire rappelle au monde que la démocratie n'est pas un don, c'est une conquête qui doit être défendue chaque jour.
L'identité latino-américaine, forgée au fil des siècles de métissage et de résistance, s'est imposée comme l'une des plus riches de la planète. La musique, la littérature, l'art et le cinéma de la région ont acquis une renommée mondiale. Des paroles de Gabo et des chansons de Mercedes Sosa aux films décrivant les réalités urbaines et rurales du continent, l'Amérique latine a commencé à raconter sa propre histoire au monde avec fierté et authenticité. Au cours des dernières décennies, le continent a connu une oscillation constante entre espoir et crise. Les nouvelles générations exigent transparence, éducation et justice environnementale. Les femmes, les peuples autochtones, les afrodescendants et les jeunes exigent l'égalité des chances et le respect de leurs droits. La lutte n'est plus seulement contre les tyrans ou les empires, mais contre l'injustice quotidienne, la corruption et l'indifférence. Aujourd'hui, l'Amérique latine est une mosaïque de contrastes. La pauvreté coexiste avec la richesse, la tradition avec la modernité, la foi avec la science. Leurs villes se développent, leurs cultures se mélangent, et leurs peuples, bien que différents, partagent une racine commune, le désir de vivre dans la dignité et la liberté. Mais au-delà des problèmes, l'Amérique latine reste une terre d'espoir. Un continent jeune, dynamique et plein de vie qui a appris à se relever à chaque chute. Elle a subi des invasions, a été exploitée, divisée et réduite au silence, mais jamais vaincue. Son histoire n'est pas seulement une succession de guerres et de crises, mais aussi de renaissance, de courage et de solidarité. Parce que l'Amérique latine est cela. Une terre qui chante même au milieu de la douleur, qui se bat même quand cela semble impossible, qui rêve même quand tout semble perdu. Et c'est peut-être pour cela qu'après tant de siècles d'histoire, ce continent reste une promesse vivante pour le monde. La promesse que la liberté, la justice et la dignité trouvent toujours un chemin, même parmi les ruines. Ainsi se termine, ou plutôt continue, l'histoire de l'Amérique latine. L'histoire d'un continent qui ne renonce pas, qui résiste, qui aime, qui crée, et qui, génération après génération, continue de se rappeler que sa plus grande richesse n'est ni dans l'or, ni dans l'argent, ni dans le pétrole, mais dans son peuple, dans sa mémoire et dans son esprit indomptable. L'Amérique latine a été frappée 1000 fois. Ils l'ont conquis, ils l'ont exploité, ils l'ont divisé. Ils lui ont volé son or, sa voix, et même son espoir. Mais ils ne pourront jamais lui voler la chose la plus puissante qu'il possède, son âme. Parce que ce continent n'est pas né pour se rendre. Il est né pour résister, pour se réinventer, pour recommencer encore et encore. Derrière chaque blessure, il y a une histoire de lutte. Derrière chaque larme, une chanson. Et derrière chaque chute, une génération prête à se relever. Aujourd'hui, l'avenir de l'Amérique latine n'est pas entre les mains des rois ou des empires. C'est en nous, dans la mémoire, dans l'unité et dans le courage d'un peuple qui a appris que la liberté n'est pas quelque chose que l'on attend. C'est quelque chose que l'on construit. Voici l'histoire de l'Amérique latine, une histoire écrite avec douleur, mais aussi avec espoir. Car tant qu'il y aura un latino-américain au cœur brûlant, l'Amérique latine continuera à vivre, à se tenir debout, et à rêver. Avant que tu partes, je voudrais te demander quelque chose de très spécial. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quelle partie vous a le plus ému ou quel moment de notre histoire vous a fait réfléchir? En laissant simplement votre avis, vous aiderez davantage de personnes à trouver cette vidéo et à découvrir la véritable histoire de l'Amérique latine. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, aimez-le. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à partager ensemble l'histoire de notre peuple. Votre commentaire, votre like et votre abonnement font vivre cette communauté. La communauté de ceux qui aiment, se souviennent et sont fiers de notre histoire.